Bonjour et bienvenue pour cette émission consacrée à la conscience végétale et au chamanisme. Alors, vous connaissez ma fonction, je suis ethnobotaniste et depuis maintenant à peu près une vingtaine d'années, je fais des recherches sur l'intelligence des végétaux, sur la conscience possible des végétaux en lien avec le chamanisme. Alors je suis parti en Amazonie au début des années 2000 pour effectivement essayer d'investiguer, de comprendre auprès des chamans la phytothérapie locale, essayer de comprendre leur rapport aux végétaux, leur rapport aux plantes. Et tout de suite et très vite, les chamans m'ont dit qu'il faut expérimenter de l'intérieur avec les plantes de vision. Mais aussi, et ça c'est un travail dont j'ai très peu parlé dans mes conférences, de la cueillette des végétaux, c'est-à-dire d'aller avec eux sur le terrain, dans la forêt, dans la jungle, dans leur chakra aussi, pour aller voir un petit peu dans leur ferme, ce qu'on appelle leur ferme, leur jardin ethnobotanique, là où ils ont leurs plantes maîtresses, de voir comment ils interagissent avec ces végétaux avant, après la cueillette. C'était fortement judicieux parce que ça donnait beaucoup d'informations sur quel pouvait être ce rapport direct avec les plantes et ce que ça suggérait aussi comme capacité de la part des végétaux. Et ça m'a donné beaucoup d'informations. C'est principalement cette partie dont on va parler aujourd'hui que j'ai rarement abordée, voire si ce n'est quasiment jamais même dans mes ouvrages et en conférence. Alors les plantes et notre conscience, est-ce que c'est possible d'avoir un dialogue? Est-ce que c'est possible d'avoir une interaction? C'est des questions que je me suis posées directement quand je suis arrivé sur le terrain. Alors les chamans, eux, ils disent une chose qui est claire. Ils disent les végétaux ont véritablement une conscience avec laquelle ils ont la capacité d'entrer en relation. Ça me paraissait très étrange, mais je me suis dit, bon, il faut essayer, il faut accorder du crédit à un savoir natif. Parce que si à un moment, on se dit, oui, c'est bien ce qu'ils racontent, mais c'est naïf, et quelque part, c'est une perception un peu primitive, entre guillemets, naïve de leur relation avec les plantes, si on pense ça, on se met dans une logique de post-colonialiste intellectuel. C'est très grave. Ça veut dire qu'on n'écoute pas son prochain, on n'écoute pas ces savoirs natifs qui sont des savoirs très anciens, et qu'on se croit encore en supériorité avec nos concepts intellectuels et souvent très mentaux. Donc moi j'ai tout de suite décidé de me mettre à leur niveau, de me dire je ne sais pas plus, je sais même certainement beaucoup moins qu'eux. À l'époque, en botanique, on ne parlait pas du tout de cognition végétale, on ne parlait pas du tout d'intelligence des plantes, ou très peu. Il y avait un ouvrage, moi, qui m'avait vraiment fondamentalement transformé à sa lecture. C'est le livre que je vais vous montrer ici, qui est un livre de Francis Allais, qui s'appelle « L'éloge de la plante ». Voilà, un livre extraordinaire que je vous conseille. « L'éloge de la plante » de Francis Allais, pour une nouvelle biologie, parce que c'est un ouvrage qui, quelque part, a complètement repensé la biologie à partir des plantes. Donc quelque chose de complètement nouveau. J'ai appris énormément de choses, au-delà du cursus, on va dire, normal de botanique lié à l'ethnobotanique. Et c'était pour moi une révélation qui m'a été précieuse sur le terrain, vraiment très importante. Donc j'ai pris l'ayahuasca, j'ai pris les plantes de vision sur le terrain, et j'ai essayé donc, à ce moment-là, de mieux comprendre, on va dire, de l'intérieur, cette relation que les Indiens, notamment les Shipibo-Konibo, pouvaient avoir avec les végétaux. Les chamans disent clairement que l'ayahuasca est un esprit, hein, que le breuvage, constitué de deux plantes, la liane ayahuasca et l'arbuste chacruna, sont capables véritablement d'avoir une interaction avec la conscience, et donc quelque part de dialoguer avec l'être humain. Alors d'un point de vue botanique, je me suis dit, mais est-ce qu'une plante, est-ce que dans les stratégies des végétaux, il y aurait une possibilité effectivement d'une telle réalité ? On sait par exemple que pour pallier à leur mobilité, les végétaux ont notamment développé des stratégies absolument incroyables pour pouvoir se reproduire notamment. Il y a notamment des stratégies adaptatives des végétaux qui font que certaines plantes vont jusqu'à imiter la femelle d'un insecte, non seulement dans son odeur, sa pilosité, mais aussi sa structure visuelle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de biomimétisme de la part des plantes pour imiter un insecte, pour que cet insecte pense qu'il s'accouple avec une femelle, et en fait,
il participe à la fécondation de la plante. Donc il y a cette notion d'être capable vraiment d'aller chercher de l'information dans une sorte de métamémoire du vivant pour justement arriver à un moment à feinter et à utiliser, donc là la mobilité des insectes, mais aussi la mobilité de certains mammifères, de certains oiseaux. Et je me suis dit, est-ce que ça ne pourrait pas être pareil pour la cognition? Est-ce que les plantes seraient capables de nous emprunter la cognition? On va dire qu'elles auraient une intentionnalité et pas forcément une cognition comme la nôtre, en empruntant notre cognition. Dans les expériences de ayahuasca, on sent bien que la plante, dans un premier temps, fait comme une sorte de check-up de notre conscience. C'est-à-dire qu'elle va essayer de créer une interface de dialogue, une interface de relation qui va permettre vraiment la meilleure communication possible avec votre psyché à vous. Elle va utiliser des images particulières, elle va aller scanner vos mémoires, elle va aller dans votre émotionnel pour aller chercher des structures qui vont lui permettre de créer une interface de dialogue et de communication. Dans ce sens, on peut dire qu'effectivement, elle emprunte notre cognition pour rentrer en dialogue. Donc, d'un point de vue de stratégie adaptative, d'un point de vue de l'évolution, cette hypothèse était complètement cohérente. À l'époque où on ne parlait pas encore du tout de conscience végétale. Alors aujourd'hui, les choses, elles ont changé depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. On parle aujourd'hui de cognition végétale, on parle qu'elles savent mémoriser, on sait notamment qu'elles ont des intentions, qu'elles ont la capacité d'apprendre, qu'elles sont reliées entre elles par des systèmes de communication très importants au niveau du système racinaire. Et très récemment, on s'est même rendu compte qu'elles sont capables, et j'en parlerai après, elles sont capables d'entendre des sons, mais aussi d'en émettre. C'est-à-dire d'avoir vraiment une appréhension, on va dire, globale de leur environnement. Elles ne sont pas juste passives, elles ont vraiment une interaction fondamentale dans la nature. Alors, ces progrès, ils ont été absolument extraordinaires, parce que quelque part, ça a permis à des gens comme moi de moins passer pour des dingues, parce que quand on a commencé à parler de conscience végétale, parler que peut-être l'ayahuasca et les plantes qui sont constitutives du breuvage étaient capables de rentrer en relation avec la conscience des chamans, pensez même que à un moment, les chamans, quand ils veulent rentrer en communication avec une plante, et on verra comment après, la science est venue corroborer tout ceci, mais à l'époque, on passait un peu pour des hurluberlus. Alors on nous disait, oui, vous êtes perché, vous croyez trop à votre sujet, vous avez trop bu d'ayahuasca, vous avez trop expérimenté. Mais en même temps, si on n'est pas dans une implication globale de sa personne quand on fait de la recherche de terrain, on ne peut pas, à un moment, juste mentalement y appliquer des concepts philosophiques qui ne sont pas ceux des Indiens d'ailleurs, parce que eux, quand on leur parle de certains concepts aujourd'hui qui sont usités en anthropologie, eux, ça les fait marrer, parce que même pas, ils disent, mais vous prenez vraiment la tête, quoi. En gros, c'est ce qu'ils disent. Donc voilà, donc, moi je pense qu'il fallait vraiment leur accorder toute leur attention, du crédit notamment à ce qu'ils racontaient, et mettre ça en parallèle avec la botanique, et ce qu'on savait de la botanique, ceci dans une logique comparative, qui est une logique scientifique, et qui est la meilleure logique d'ailleurs pour pouvoir travailler dans le respect de la nature, dans le respect des peuples que l'on est venu quelque part solliciter pour avoir de la connaissance, et voilà, et tout ceci dans une forme de fraternité, d'amitié profonde que j'avais avec mes maîtres chamans. Alors, pour les Indiens, les plantes se situent dans une logique d'ancestralité. C'est-à-dire que pour eux, les végétaux sont les ancêtres de toute la nature. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait les plantes, et les animaux sont sortis des plantes. Quelque part, les êtres humains sont aussi quelque part un prolongement des végétaux. Ils sont leurs descendants. Et il y a cette logique que les végétaux sont premiers. Les végétaux sont des êtres immortels pour eux, sont donc des êtres divins. Les esprits des plantes sont des êtres immortels, sont des êtres collectifs. Alors toutes ces choses, on s'est aperçu que la botanique quand même, et les recherches en paléo-botanique les ont prouvées. On sait aujourd'hui que les premières créatures, on va dire pluricellulaires, étaient des végétaux, des algues bleues. Donc ça on sait. On sait qu'à la source de la vie, il y avait ces végétaux, qui ont d'ailleurs créé les conditions de la biosphère, puisque la photosynthèse a permis bien sûr de créer cet extraordinaire couvercle, on va dire, de protection, cette protection qui nous entoure au niveau du globe, avec cette extraordinaire capacité des plantes à ingérer du dioxyde de carbone et à rejeter de l'oxygène. Et surtout, avec la photosynthèse, de créer du sucre, le sucre qui est quelque part le moteur dans toute la chaîne alimentaire pour tous les organismes vivants dont nous faisons partie. Donc, quelque part, les Indiens avaient vu juste en pensant cette ancestralité. Deuxièmement,
quelque chose aussi qui paraît fondamental, c'est l'idée des esprits collectifs. On sait aujourd'hui que les plantes sont plutôt, et ça c'est Francis Allais qui l'a montré, notamment au niveau des arbres, que les arbres ne sont pas à considérer comme des êtres à part entière, ils sont plutôt à considérer comme des colonies, comme on peut imaginer un récif de corail, un arbre, et ça on l'a vu sur des arbres de la canopée tropicale, certains arbres n'ont pas le même génome d'une branche à l'autre, il y a des différences génomiques. Donc ça veut dire que quelque part on est vraiment sur une pluralité d'organismes et que quelque part il faut plus penser le monde végétal comme un extraordinaire réseau, ce qu'est venu confirmer les études au niveau des systèmes racinaires et des extraordinaires symbioses qui peuvent exister entre les champignons, entre le microbiote des sols forestiers et aussi les systèmes racinaires des plantes. Hein. Donc on a vu qu'il y a de l'altruisme chez eux, il y a de la coopération, il y a de l'entraide, puisque certaines plantes vont nourrir d'autres arbres qui sont en difficulté. Donc quelque part, on s'aperçoit qu'on est une espèce de cerveau global. Hein, voilà. Et ça les Indiens, quelque part, l'avaient bien capté, ça. Il y a d'ailleurs des peintures de Pablo Marengo qui sont extraordinaires, puisqu'il va dessiner, par exemple, ou peindre une plante, comme le renaco, par exemple, qui est un arbre très ancien qu'on trouve dans les basses terres, au niveau des zones inondées. Et le renaco, en fait, quand il peignait des renacos, Pablo Marengo montrait différentes populations d'esprits, que ce soit dans les branches, dans les racines aériennes. Donc, quelque part, il y avait cette idée, effectivement, d'une pluralité génétique dont les Indiens, dont les chamans étaient vraiment conscients. Hein, ça, c'est clair. Donc, les parallèles étaient quand même assez importants. Et on continue aujourd'hui, quelque part, à avoir de plus en plus de corrélations avec ces parallèles et de voir que on va vers une vision globale. C'est-à-dire que la pensée des chamans concernant les végétaux devient très proche de celle de la botanique la plus contemporaine possible, celle dont on fait les plus extraordinaires expériences là, actuellement en laboratoire. Alors pour communiquer avec les plantes, les chamans ont tout un ensemble de dispositifs, de techniques qui sont peu connus. Forcément, on ne peut les connaître que quand on est avec eux sur le terrain, et je pense qu'ils les montrent en plus pas à tout le monde, parce que bon, ils se sont beaucoup méfiés aussi de certains ethnobotanistes qui sont allés là-bas pour faire du business, c'est-à-dire ce qu'on appelle de la biopiraterie, c'est-à-dire qu'ils sont allés là-bas pour quelque part soutirer aux chamans leur savoir, pour prendre les végétaux, pour les ramener ensuite dans des labos pharmaceutiques pour en extraire par synthèse, on va dire, les principes actifs. Les chamans, ça y rigole parce qu'ils se disent, si vous faites des êtres de synthèse, si vous essayez quelque part parce qu'ils ont compris, j'ai essayé de leur expliquer un peu, mais d'autres leur avaient fait comprendre aussi comment ça fonctionnait. Et eux, ils se marrent parce qu'ils disent en fait, mais si vous synthétisez l'esprit d'une plante, vous allez faire une sorte de clone sans âme, et quelque part, vous allez perdre toute la dynamique qui permet justement à une plante de soigner. Donc ça c'est quelque chose qui était fondamental pour eux, hein, de dire bon, vous nous piquez, ok, mais bon, quelque part vous n'avez pas compris comment ça marche, donc vous pouvez nous piquer les choses, mais c'est pas grave. Voilà. Donc moi, mon positionnement a toujours été clair, ça m'intéressait pas du tout de faire ça, j'étais en mèche absolument avec aucun laboratoire, et j'étais là vraiment pour essayer de comprendre cette notion d'esprit des plantes. Donc je suis parti dans la jungle comme ça, faire des cueillettes, faire des sortes de leçons de choses dans la forêt avec Ernesto notamment, et puis d'autres chamans. Et j'ai vu que leur façon de cueillir les végétaux était très étonnante. C'est-à-dire que le chaman va rentrer dans une intention, va tenter vraiment de communiquer avec la plante. Alors comment se fait cette communication? Elle se fait avec du tabac. Se fait avec du tabac, c'est-à-dire que le chaman va, soit avec un mapacho qui est une sorte de cigarette avec du tabac noir, du vrai tabac originel d'Amazonie, et il va souffler, ce qu'on appelle des petites sopladas comme ça sur la plante, à la proximité de la plante, pour quelque part se signaler, se faire comprendre, se faire voir, quoi, dans un premier temps. Ensuite, il va apposer sa main et va avoir un chant particulier, souvent très aigu, qui va permettre de rentrer en communication avec la plante pour pouvoir demander, quelque part, faire la demande du prélèvement, c'est-à-dire de prendre une branche, un morceau d'écorce qui va servir justement à la thérapeutique. Alors je vais vous montrer comment on fait, c'est plutôt simple.
Alors j'ai ici une pipe, voilà, je vais l'allumer. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est pas bien, le Terrier il incite les gens à fumer. Alors c'est peut-être justement le moment de faire le point sur cette question du tabac. En Amazonie, c'est une panacée. Ici, c'est une calamité. La pire des calamités, c'est avec le tabac qu'on a toutes les maladies possibles. Et c'est vrai, hein, je ne nie pas, hein, le cancer du poumon, tout ça. Donc, alors bien sûr, la combustion est très mauvaise, mais Ernesto m'avait dit un truc très intéressant à ce sujet. Il m'avait dit, vous, les Occidentaux, depuis que vous avez pris le tabac, la plante sacrée, vous la fumez d'une mauvaise façon. Vous ingérez le tabac dans vos poumons et nous ne faisons pas ça. Les Indiens, c'est vrai, ne fument pas comme ça. Ils ont tendance plutôt à crapoter, comme on pourrait dire, voilà, le tabac. Ils ne l'ingèrent pas dans les poumons. Ils ne font pas rentrer dans les poumons. Et la nicotine agit, on va dire, par le biais des muqueuses buccales. Voilà. Alors, c'est pas très bon non plus, vous allez me dire. Mais l'approche cognitive du tabac là-bas n'est pas la même. C'est une plante sacrée, c'est la plante la plus importante et c'est celle qu'on utilise pour rentrer en communication avec les plantes. Alors voilà ce qu'on fait. On va faire des sopladas. Pourquoi je l'ai fait 4 fois? Parce que c'est ce que faisaient les chamans avec qui j'ai travaillé. 4 fois pour signaler la présence à la plante. Pour pouvoir dire à un moment, je suis là, je rentre en interaction avec toi. Alors, ça peut paraître complètement fou, vous avez mis du tabac, la fumée de tabac sur la plante, quel rapport il y a? Eh bien, la botanique s'est rendu compte récemment, il n'y a pas très longtemps, quelques années, que quelque part, les plantes émettaient pour communiquer un gaz qui s'appelle de l'éthylène, et que quelque part on peut imaginer que le mode de communication des plantes c'est un mode de communication gazeux, ou un des modes de communication, puisqu'on en a plusieurs apparemment, un mode de communication gazeux, et donc de façon invisible la plante serait quelque part auréolée par une sorte de bulle comme ça, un déterministe de gaz, d'une substance volatile. Et quand on pense effectivement que le chaman lui insuffle dans cette matière, dans cette fumée invisible, quelque part sa propre fumée, on peut imaginer qu'il est perçu de façon très cohérente par la plante. Et donc que ce mode de communication qui peut paraître complètement ésotérique ou complètement improbable, en fait, soit d'une logique absolument extraordinaire. C'est-à-dire que pour communiquer avec un être qui aurait une psyché gazeuse, la meilleure façon de communiquer, de se signaler, c'est d'utiliser bien sûr de la fumée, qui est de même substance, de même nature, et quelque part, pourquoi utiliser une arithmétique, c'est-à-dire de faire 4 fois? Eh bien parce que vraisemblablement ça crée de la différence, et c'est que ça serait cette différence que percevrait la plante, et donc capterait déjà la présence du chaman dans un premier temps. Alors ça a été pour moi absolument fou de comprendre la comparaison incroyable qu'il pouvait y avoir entre la botanique moderne et effectivement le savoir chamanique au niveau de l'entrée en contact avec une plante. Hein. Donc ça, c'était pour moi quelque chose de fabuleux. Mais alors ça va beaucoup plus loin. C'est qu'après, le chaman, il va poser sa main sur la plante. Il a une intention, bien sûr, bienfaisante. Demande, il va prélever le végétal. Et là, souvent, il entonne un Ikaros. Il y a un chant très aigu. Hein, on pourrait comparer ça à un petit bruit de moustique. Il va émettre un chant qui va être du ce style, faire un... Alors, vous allez vous dire, pourquoi des chants aussi aigus? Et là, c'est fort. Parce que ça vient de sortir. Et là, je vous sors le Science et Vie du mois de juillet 2020, voilà, où à un moment, il y a un article extraordinaire sur le tabac. Voilà, sur le tabac. Et le tabac qui est en fait capable d'entendre. Voilà, ils ont fait des expériences à Tel Aviv, dans un laboratoire de botanique, et le tabac est capable d'entendre clairement des sons aux alentours de 50 kHz, c'est-à-dire dans les ultrasons. Alors je ne dis pas que je viens d'émettre des ultrasons,
mais c'est quand même certainement l'une des gammes les plus hautes qu'un être humain puisse essayer de monter. C'est-à-dire que les chamans ont ces chants, hein, très aigus, très... Et d'ailleurs, les femmes au jardin, hein, chez les chouars par exemple, que j'ai pu avoir la chance de côtoyer, ont ce qu'on appelle des chants anante. Ce sont des chants très aigus, comme des petites berceuses comme ça, de femmes avec une tonalité très très aiguë, pour communiquer aux plantes du jardin, hein, vraiment communiquer. Alors, ils se sont aperçus dans ces expériences que les plantes ont des capacités d'entendre les sons. Ça, c'est complètement fou. Ils se sont aperçus, par exemple, qu'une prime vert est capable d'augmenter de 20% son taux de sucre dans ses fleurs en quelques secondes si elle entend le bourdonnement d'une abeille. C'est-à-dire que ces végétaux, au-delà de la communication gazeuse, ont aussi la possibilité d'entendre des sons, mais aussi d'en émettre. Parce que les expériences avec le plant de tabac ont notamment montré qu'il est capable d'émettre des sons quand il n'a pas assez d'eau ou quand ses feuilles sont déchirées. Donc, vraiment une forme de communication même sonore pour pouvoir prévenir ses congénères. Dire à autrui, dans une façon d'altruisme, bah, attention, il y a un danger, il y a un prédateur, il y a quelque chose, là on nous coupe une feuille. Donc, la cognition des végétaux, la conscience des plantes est en train de se dessiner d'une façon de plus en plus claire, et elle corrobore les savoirs chamaniques. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Alors les sons, on savait hein, qu'il y avait une relation avec les sons. Moi j'avais déjà en 2002 émis l'hypothèse que les plantes, et ces fameux chants Icaros qui sont reçus des esprits des plantes directement par les chamans, c'est-à-dire que le chaman, quand il est dans ses trans visionnaires, entend ces mélodies qui sont censées être émises par l'esprit des plantes, donc par les plantes. Et là, c'est important de comprendre que, par exemple, pour les chamans, il n'y a pas de différence entre l'action chimique d'une plante, son chant, son énergie curative, et quelque part, donc, sa signature acoustique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend, par exemple, la plante Marosa, et qu'on va à un moment en faire une décoction avec les feuilles, eh bien, le chant de la Marosa, celui que le chaman a appris, qui lui a été donné par l'esprit de la Marosa, par exemple, ce chant est absolument identique et a les mêmes fonctions que les propriétés physico-chimiques de la plante, lorsqu'elles sont bues, par exemple. Donc, on est sur une espèce d'unification informationnelle au niveau des végétaux, où leur action chimique, leur signature biomusicale, leur signature bioculturelle, c'est-à-dire le chant Icaros, tout ça, c'est la même réalité. Et c'est pour ça que, quelque part, un chaman peut chanter sur un patient une médecine d'une plante. Parce qu'il y a cette signature bioculturelle, biomusicale et bioactive, quelque part, qui est présente dans les structures sonores. Alors, le seul, à l'époque, il y a une vingtaine d'années, le seul qui avait fait des recherches dans ce sens-là et qui pouvait corroborer avec les chants Icaros, c'était Joel Sternheimer, qui a fait son travail sur ce qu'on appelle les protéodies. Alors, il a montré que certaines mélodies ont une influence sur les végétaux. Ils ont fait des jardins tests avec des tomates pour soigner, donc avec des protéodies, certaines maladies de la tomate. Et quand on a fait diffuser à ces plantes certaines mélodies, ça a eu une action curative. Ça a eu même une action curative sur des virus de ces végétaux. Donc on sait qu'à un moment, il y a la possibilité qu'effectivement les chants Icaros soient une sorte d'équivalent biomusical des structures génétiques, des structures biologiques d'une plante. Alors partant de cette idée, moi j'ai essayé en 2008 d'élaborer un protocole de recherche sur le terrain avec des chamans. Je me suis dit, bah voilà, essayons. Donc j'ai rencontré un des collaborateurs de Joel Sternheimer et on a commencé à travailler ensemble. Alors lui il me dit effectivement, ce qui serait super, c'est que tu ailles en Amazonie, que tu enregistres ces champs de plantes, qu'on les transforme ensuite en partitions musicales, et qu'ensuite on les transforme dans un logiciel informatique qui serait capable de les comparer avec des banques de données protéodiques par rapport à ces plantes, justement, qui auraient pu être collectées aussi en même temps que la collecte de champs. Donc je me suis dit, si lui, techniquement, c'est possible au niveau de l'ingénierie, moi je me suis dit, ok, moi il n'y a pas de problème, je prends l'avion, je vais en Amazonie, j'enregistre le chant de la Marosa, le chant du Panin Blanco, le chant de l'ayahuasca, le chant du tabaco, enfin j'enregistre tout un ensemble de chants, voilà, la rosacha, enfin tout ça, et je me suis dit, voilà, je reviens, on met tout ça dans l'ordinateur, on fait bip, on appuie, et puis on a la concordance biomusicale, biologique. Et si on arrive à ça, on arrive à prouver qu'il y a une transmission naturelle
culturel entre la plante et l'être humain. Et là, ça aurait été bingo, ça aurait montré que quelque part, les végétaux sont tout au moins aussi conscients, voire plus, et entre guillemets aussi intelligents que l'être humain, et ça nous aurait fait dégringoler un petit peu de notre pyramide évolutionniste, de l'évolution, où on se croit être les êtres supérieurs de cette planète, ce qui est bien sûr une sottise infâme. Voilà. Donc je pars en Amazonie. Voilà, je pars là-bas, je vais dans les communautés indiennes que je connais bien, je vais voir les chamans, et puis je leur parle de mon projet. Et là, je les sentais moyens. Il me dit oui, mais attends, non, pas ce soir, Ernesto est fatigué, Gilberto a pas envie, il faut qu'il aille en ville, non, pas dans 2 jours non plus, parce qu'il pourra pas être là, machin. Et moi je me dis, oula, j'ai l'impression qu'il jouait un peu à cache-cache. C'est ce qu'ils faisaient, très poliment, parce que bon, bah, comme ils m'aimaient bien, ils n'osaient pas me dire un peu les trucs. Puis un jour, ils disent, bon, écoute, il faut qu'on te parle. Donc je vais le soir au coin du feu, on discute pendant au moins 3-4 heures, hein. C'est des palabres, c'est bien aussi, ils aiment parler, les Indiens, ça c'est super. Donc on discute, et ils me disent, en gros, le message, il est clair et simple. Ils me disent, écoute Romuald, on peut pas t'enregistrer, on peut pas te laisser enregistrer nos chants. Pas pour ce que tu veux en faire. Alors on t'aime bien, tout ça, on sait que tu as toujours eu des bonnes motivations, que tu es quelqu'un de franc et de sincère, on l'a testé. Je vous expliquerai comment ils font d'ailleurs, c'est assez drôle. On t'a testé et tout ça, donc à un moment, ça vient pas de toi, mais c'est les implications que ça va avoir. Bon, je dis ok, et qu'est-ce qu'on fait? Alors il dit écoute, on peut pas te donner ces informations parce que vous n'êtes pas prêt. Voilà. Vous n'êtes pas prêt, le savoir qu'il y a derrière ça est très grand, immense. On ne peut pas vous laisser à un moment. J'avais le sentiment d'être un petit enfant, voilà, d'être un petit garçon qui a découvert un super jouet, mais qui en gros allait le casser, quoi. Donc je suis rentré bredouille, sans enregistrement de chant. J'ai très bien compris. Je pense vraiment avoir été. Je me suis assis sur 6 mois de boulot, de mise en place de protocoles, d'expérimentaux par rapport à ça, et j'ai dit ok, je comprends, j'accepte avec respect, vraiment. C'est pas le moment, donc ne faisons pas. Ok, nous devons évoluer au niveau de notre science, notre compréhension des végétaux, des plantes. Je comprends très bien. Donc ça, c'était en 2008, nous sommes en 2020. Vous voyez, hein, l'évolution des choses. Effectivement, ils avaient raison. Hein, ça a évolué, notre compréhension a évolué, et donc c'était peut-être pas le moment à l'époque, effectivement, de faire cette découverte. Donc voilà. Donc ça, c'était pour l'anecdote. Alors, j'avais dit que je vous raconterais comment il m'avait testé, parce que c'est drôle ça quand même. Au tout début, quand je suis arrivé en Amazonie, je rencontre un jeune chaman, puis il me dit ouais, ok, alors moi je suis arrivé avec toutes mes grandes idées, je voulais faire un bouquin sur les esprits des plantes, qui m'en dessinent, qui me les décrivent, machin, tout ça, et puis j'avais un dossier comme ça. Et puis, bon, bah, c'est tout, je vais à un rendez-vous, donc on s'était donné rendez-vous dans un hôtel, ça s'appelle Gavilanes à Pucallpa. Il était donc venu en ville pour me rencontrer. On boit une bière, tout ça. Bon, ça, je sais faire plutôt bien. Donc, on boit une bière et je lui explique mon projet. Et lui me regarde, c'était un jeune chipibo avec les cheveux longs, chose rare, hein, vraiment, avec les cheveux longs, charismatique. Et il me dit dans le blanc des yeux comme ça, non mais de toute façon, moi je veux pas. Ça fait 400 ans que vous, les gringos, vous venez dilapider ma culture. C'est bon, ça suffit maintenant. Ok, j'accepte, hein. J'accepte vraiment. Je me dis ok. Bon, c'est tout, j'attrape mon dossier, je le fous à la poubelle, je le range dans mon sac, je sais plus ce que j'en ai fait, enfin je m'en suis débarrassé, je dis je suis retourné une bière pour fêter ça, tout ça. Et là ça l'a un petit peu interpellé que je lâche aussi vite. Parce que les Occidentaux lâchent pas comme ça. Hein. Donc, puis on est parti dans des rigolades, on s'est marré, je l'ai suivi à un concert, les Chippies, un concert de rock Chipibo à côté, c'était à San Francisco, à côté de Pucallpa. On a bien rigolé, ça c'était, voilà. Et puis c'est tout, il se passe quelques jours. Et puis moi je fais un rêve, 4 ou 5 jours après, où je me retrouvais en face de ce chaman. Voilà. Dans mon rêve, il était devant moi, il me regardait, il m'auscultait, j'ai l'impression qu'il me scannait. Je ne pouvais pas en fait quitter son... Comme si je ne pouvais pas quitter son regard ou son attention. Et je me réveillais la nuit, et je me réendormais en sueur et tout ça, et je me retrouvais dans ce même rêve. Voilà. Donc je me lève le matin, je vois mon informateur Thierry qui vit là-bas depuis une 30aine d'années, et qui avait le sourire aux lèvres en me disant comme ça, t'as bien dormi? Je lui dis, ah non, non, non. Il me dit, ouais, je sais. Milké, en fait, cette nuit, il a pris l'ayahuasca pour savoir ce que tu valais vraiment.
qu'en fait, lui, pendant que moi je dormais, il était en session et il était un petit peu en train de me scanner au niveau de ma psyché et de mon intérieur. Donc voilà. Après, il est revenu vers moi en me disant, écoute, tes intentions sont plutôt bonnes, on va pouvoir faire des choses ensemble. Et c'est devenu effectivement un ami. Voilà. Donc c'était pour l'anecdote. Donc ce protocole n'a pas eu lieu, on n'a pas fait cette découverte en temps et en heure, et c'est très bien comme ça, et c'était important de le signaler ici. Alors, les chants des chamans, ils ont une dimension mélodique très particulière, hein, avec des fréquences sonores assez aiguës, souvent aiguës, hein, c'est clair. Donc, s'ils pourraient correspondre à ces fameuses tonalités au niveau du spectre de perception et d'émission des sons chez les végétaux. Et puis, il y a aussi tout un ensemble de concepts à l'intérieur qui permettent de naviguer dans l'univers des visions. Mais en tout cas, les protéodies, pour moi, sont une piste à explorer par rapport à la conscience végétale, ou tout du moins par rapport à, on va dire, un transfert d'informations d'une plante dans la sphère culturelle, c'est-à-dire par le biais de chants qui sont reproductibles, qu'on peut apprendre, que les chamans peuvent aussi se transmettre. Voilà, hein, donc quelque chose qui passe du domaine de la nature à la culture, voilà, montrant qu'il n'y a pas vraiment de scission, comme le dit si bien d'ailleurs Philippe Descola dans son travail extraordinaire qu'il fait depuis plusieurs années. Donc, et qui a d'ailleurs aujourd'hui heureusement réinterprété et réorienté l'anthropologie, même si je trouve ça encore très très frileux, mais au moins ça a le mérite d'aller dans le bon sens. Voilà. Alors comme dans ces séries d'émissions, j'aime proposer à chaque fois l'expérientiel. Je vais vous proposer 2 expériences. Alors la première, c'est de faire comme les chamans, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de le faire une pipe, vous pouvez le faire avec une vapoteuse, voilà, c'est moins toxique. L'idée, toujours de faire des sopladas, c'est-à-dire rythmiques. Faites ce petit bruit un petit peu de sifflante, là, c'est important. Hein, ça, les chamans le disent, c'est très important de faire ça. Vous pouvez le faire à la proximité d'un végétal potager, hein, d'un arbre ou autre. Vous pouvez intentionner, poser des questions, lui demander peut-être des réponses qui vont peut-être pouvoir s'exprimer dans sa croissance, dans la production de fruits plus gros, plus importants. Voilà, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Vous pouvez même chanter votre intention, essayer de la chanter, et puis d'observer un peu ce qui se passe au niveau des résultats. Vous pouvez imaginer un protocole simple, comme le font les chercheurs en botanique, pour essayer de voir si à un moment, quand on met certaines plantes l'une à côté de l'autre, est-ce qu'il y a une bonne coopération? On peut intentionner ça, savoir si ça convient aux végétaux ou plants ou pas. On peut peut-être demander un accroissement d'une production sur une plante potagère, voilà, pour les légumes, pour les fruits, avoir plus de courgettes, plus grosses, plus grandes peut-être. Voilà, ça c'est des choses qui sont envisageables. Ça peut paraître complètement con ce que je suis en train de vous dire, mais en même temps, je pense vraiment que plus on sera à essayer d'expérimenter, plus on aura de retours, parce que c'est l'objectif aussi de ces contenus, c'est ensuite que vous pouvez me contacter par mail ou par Messenger sur Facebook pour m'échanger vos expériences collectivement et de voir un petit peu ce qui en sort. Moi j'ai déjà fait ces expériences, je sais qu'elles fonctionnent, hein. Donc voilà, ça marche très bien avec des tomates par exemple, voilà, donc n'hésitez pas. Les tomates qui avaient servi d'ailleurs, hein, pour faire les premières expérimentations sur les protéodies. Cherchez, expérimentez, inventez vos mélodies, essayez de chanter haut, le plus aigu possible si vous y arrivez. Et ça sera vraiment, je pense, important. Donc voilà l'idée, une petite pratique simple à essayer, un petit protocole à mettre en place. À vous aussi d'être imaginatif. Là je vous donne des clés, mais c'est aussi à vous, je pense, personnellement, d'intentionner, de vous représenter ces esprits des végétaux, d'essayer de communiquer avec eux. Ça peut passer aussi par la visualisation avant et pendant aussi, hein, qu'on émet ces chants ou qu'on essaie de se signaler avec ces signatures, on va dire quelque part gazeuses, indéterministes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si la psyché des plantes, comme on le pense, est d'origine gazeuse, elle est faite d'une matière qui est indéterminée, c'est-à-dire chaotique. Quelque part, on sait on connaît toutes les... C'est comme l'atmosphère, vous voyez bien que c'est un système chaotique. Si la psyché gazeuse des plantes est chaotique, ça veut dire qu'elle peut être support à une intention humaine. Parce qu'on sait que par rétrocausalité, ça c'est en lien avec mes autres recherches, par rétrocausalité, ces matières comme la fumée, les matières gazeuses, aléatoires, l'eau, la fumée, des machines qui sont aussi liées à l'aléatoire, sont support de la conscience extratemporelle et donc d'une conscience qui peut s'exercer à partir du futur. Donc,
pensez bien quand vous faites votre signalisation avec la pipe et les soplanas, c'est-à-dire ces petits jets de fumée un petit peu sonores, n'hésitez pas tout de suite à intentionner, et ensuite aussi dans un chant, d'intentionner vos questions, vos demandes. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme certaines formes de dialogue et de réponse de la part des végétaux. Réponse concrète, qui peut, comme je vous l'ai dit avant, être sur un pied auquel vous allez exercer ça par rapport à un autre pied où vous n'allez pas le faire. Vous allez voir peut-être une production plus importante de tomates, en meilleure santé, en meilleure forme. Alors essayez de prendre des plans assez distants, que celle d'à côté qui sert, on va dire, d'élément neutre dans le système ne puisse pas non plus lui aussi entendre la mélodie ou être en capacité de capter, on va dire, ces petites soplanas. Voilà. Alors pour continuer nos expériences avec les plantes, je vais vous emmener maintenant à l'opposé de l'Amazonie, c'est-à-dire dans le Pacifique, à la rencontre d'un peuple de Nouvelle-Guinée qu'on appelle les Abelam, et leurs cousins qu'on appelle les Wazera, qui eux ont un culte particulier autour de l'igname. Voilà. Ils associent les ignames, qui est la base de leur culture vivrière. Alors une igname, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est une sorte de gros tubercule qui fait à peu près 30, 40, 50 cm. Vous pouvez en voir bien souvent dans les rayons de fruits et légumes tropicaux dans vos coopératives bio. Et l'igname, en fait, chez eux, c'est non seulement la base de leur alimentation, une des bases de leur alimentation, mais il y a un lien aussi très fort avec les ancêtres. On pense que les ancêtres reviennent par le biais des ignames. Alors par concours de circonstances, qui est quand même assez étonnant, c'est que le cycle, c'est une belle synchronicité végétale cette fois-ci, le cycle de production, on va dire pour avoir une igname, déterrer une igname, il faut 9 mois. Voilà, c'est comme un enfant humain. Et donc à un moment, l'idée c'est que quelque part la Terre est en gestation d'un être vivant qui est l'être igname, l'ancêtre igname, et il y a aussi un lien avec l'au-delà, parce qu'on se dit que quelque part, ces êtres ignames que l'on va déterrer, donc qu'on ressort du sol quelque part, qu'on ressort de la mort, entre guillemets, ces ignames sont une représentation et sont une incarnation, pas une représentation, là j'ai fauté en disant ça, sont une incarnation à nouveau, donc une résurrection végétale des ancêtres. Je vous montrerai après une statue Wapinyan qui est derrière moi, qui correspond à ce culte. Alors ce qui est assez fou, par exemple, chez les Abelam, c'est qu'il y a des maîtres de l'igname. Alors le maître de l'igname, c'est un homme qui va quelque part être comme dans un état de diète pendant 9 mois. Il va s'occuper de ses ignames. Donc il va dans son jardin, il s'occupe de ses ignames, il mange très peu, il est comme en diète, il n'a pas de rapport sexuel et consacre majoritairement toute son attention, j'ai dit bien son attention et son intention, sur le fait de produire les plus grosses ignames possibles. Alors une igname, c'est quand même une igname, ça fait cette taille-là, c'est 50-60 cm, sauf que les Abelam, ces maîtres de l'igname, arrivent à faire, tenez-vous bien, des ignames qui font jusqu'à 3 mètres et 4 mètres de long. C'est-à-dire plus de 10 fois la taille normale de ce végétal. Alors, d'un point de vue botanique, on ne comprend pas. C'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que l'intention du maître de l'igname, toute cette attention qu'il va porter à la plante, il va penser quasiment à la plante à longueur de journée, il va en rêver la nuit, il va avoir les échanges oniriques avec le plant d'igname. Tout ce dialogue, cette espèce de constance, on va dire, de la relation entre le végétal et lui, fait qu'on arrive à avoir des ignames qui sont surnaturels au niveau de leur taille. C'est prodigieux. Alors, quand on va déterrer ces ignames, au bout de 9 mois, c'est comme une sorte de concours. Celui qui a la plus grande igname devient le maître de l'igname. Alors, on décore ces ignames avec des masques, comme celui-ci. Ça, c'est un masque de l'igname. Voilà, on met ces masques sur l'igname, on la décore, on la peint, on en fait vraiment, on la part des motifs qu'il y a sur les ancêtres, on en fait vraiment un être, du coup, humanoïde, humanisé, parce qu'on pense vraiment que là, on a affaire à une résurrection végétale. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle les enfants ignames. Voilà. Donc, ce type de masque se met, voilà, tac, sur l'igname. J'ai pas vraiment une tête d'igname, mais en tout cas, voici le type d'œuvre qu'on leur met dessus pour les personnifier quelque part. Alors,
moi, ce que je vous propose comme expérience, parce que je sens vraiment qu'il y a un lien très important avec l'attention, c'est de vous dire, est-ce qu'on pourrait pas avoir des grosses courgettes, plus grosses, en focalisant sur l'attention. Alors, ce que je vais vous proposer en termes d'expérience, c'est que au printemps prochain, bien sûr, quand vous allez faire pousser vos plants de courgettes, par exemple, ou de potirons, c'est de les associer, certains, à des nombres tirés de façon aléatoire. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, vous dire, vous avez 10 plants, vous les posez devant vous, vous les numérotez, et puis ensuite, au hasard, vous avez 10 numéros, par exemple, si vous en avez 10, vous tournez, vous dites, bon, le plan numéro 1, ça sera le numéro 23, par exemple. Vous associez les plans qui vont vous servir à focaliser votre attention à un nombre aléatoire. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est pour pouvoir créer une sorte de sélection artificielle à partir du futur, à partir de l'avenir. Alors peut-être que vous avez besoin de mieux connaître mon travail sur la rétrocausalité pour comprendre ce que je vais vous faire comme expérience. Donc sélectionnez des plans et vous les associez à un nombre aléatoire, à une sélection aléatoire. Ensuite, essayez d'arroser les plants de façon, celles qui ont été choisies avec des nombres aléatoires et d'autres qui ont été prises comme ça, simplement sans faire partie de l'expérience comme témoin, on va dire. Ceci, vous arrosez pareil, vous mettez dans la même terre, vous mettez à peu près la même exposition au soleil, et puis vous intentionnez sur celle que vous avez associée à un chiffre, vous allez vraiment intentionner qu'elle soit plus grosse, qu'elle soit plus importante que les autres. Je vous propose de faire cette expérience et de revenir vers moi quand vous l'aurez réalisé, parce que je pense que les résultats seront très, très, très surprenants. Pourquoi? Parce que ce faisant, vous faites une post-sélection artificielle, ce que font les éleveurs, ce que font les jardiniers, mais les jardiniers utilisent la sélection naturelle, malgré qu'elle devient artificielle, puisque c'est une sélection qui est faite de façon arbitraire par le jardinier, mais là, vous allez la faire à partir du futur. Parce que quand vous allez constater que votre courgette ou votre plant de pommes de terre, parce que comme ça, il ne sera pas visible, ça va être les pommes de terre de Schrödinger, on va dire. Tant que vous n'aurez pas déterré, on ne saura pas, quelle est sa taille. Vous pouvez faire ça, je vous conseille vraiment, parce que je l'ai fait avec des patates douces. Plantez les patates douces, vous faites pareil, vous associez celle que vous voulez intentionner, qu'elle soit bien grosse avec un numéro tiré en aléatoire. Vous mettez les mêmes conditions d'exposition, soleil, arrosage, qualité de la terre, et puis vous intentionnez que le tubercule soit le plus gros possible. Comme vous n'allez pas le voir qu'il est sous terre, quelque part c'est mieux qu'un plant de courgette, puisque comme ça on aura l'effet chat de Schrödinger, la pomme de terre de Schrödinger, tant qu'elle ne sera pas déterrée, on ne saura pas si elle est grosse ou pas. Et c'est très bien. Par contre, vous allez entretenir votre intention tous les jours à penser que vous voulez que ce pli de pommes de terre là sélectionné, ou ceux que vous avez sélectionnés, soient effectivement plus gros que les autres, ou produisent beaucoup plus de pommes de terre. Revenez vers moi quand vous aurez ces résultats, quand vous aurez fait ces expériences, et ça va permettre d'avoir un panel un petit peu d'expérimentation, à savoir ce que ça a donné sur tout ça, que ça soit pour un mode de communication avec les plantes, ou que ça soit pour une relation d'intention vis-à-vis de ceux-ci, au niveau de leur productivité. Voilà. Donc là, ça veut parler, là je m'adresse, dans d'autres émissions, je m'adresse aux ingénieurs, je m'adresse à tout le monde bien sûr, mais je m'adresse aux artistes. Là, je m'adresse surtout aux amis du jardin, aux cultivateurs, aux gens de la permaculture. Essayez et dites-moi s'il y a des résultats. C'est très important parce que ça va me permettre, moi, ça va me permettre de débaucher les prémices d'une biologie, on va dire, rétrocausale. Voilà. Hein, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Je vais maintenant vous montrer la fameuse statue Wapiniam, qui représente donc un enfant igname lorsqu'il est accouché de la terre au moment de la récolte. Alors voici une statue Wapiniam. Voilà, ça représente donc un enfant igname au moment de son émergence à partir de la terre. C'est issu d'une tribu qu'on appelle les Wazera, qui est extrêmement proche culturellement des Abelam et qui ont le même culte de l'igname. Alors cette statue est assez lourde, hein. Elle est en bois de feuillu, c'est une très belle statue. Et ces statues sont dans les maisons des hommes et représentent à chaque fois, à chaque génération, les nouveaux arrivants
de ces résurrections végétales en lien avec les ancêtres ignames. Voilà. J'ai aussi une autre œuvre à vous montrer dans cette même idée. C'est ce qu'on appelle un minja. Un minja, donc ce sont en fait des représentations de l'être igname que l'on met sur l'état d'igname qui sont à un moment entreposés pour être vus collectivement par la tribu. On pose justement ces œuvres sur l'état d'igname, qu'on appelle ceci un minja, voilà, qui est effectivement une œuvre qui a vécu, hein, celle-ci elle a effectivement été utilisée à des fins rituelles, et donc posée sur l'état d'igname. Voilà. On appelle ça un minja. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. J'espère que l'expérientiel que je vous ai proposé ici va vous motiver pour avoir une autre vision dans les jardins, pour avoir une autre relation aux végétaux. Je pense vraiment que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui est en train de changer la donne et que collectivement, si on arrive à avoir des expériences qu'on va pouvoir comparer avec des résultats différents et puis voir un petit peu statistiquement ce que ça va donner. Mais je suis pas un fan des statistiques, hein. Moi les maths, tout ça, quand on est dans un monde défini par des courbes, moi ça me fatigue vite. Mais je pense que vos expériences vont être fondamentales et j'attends vraiment votre retour. Merci, à bientôt.